Le 14h est arrivé, alors débutons. Eh bien, bienvenue de nouveau sur ce webinaire consacré aux règles qui sauvent. Ce webinaire prend la suite de 3 autres qui ont déjà été organisés, donc toujours en partenariat avec le MAS, Français International, et l'ICSI. Donc je vais d'ores et déjà donner la parole à 2 personnes qui vont vous présenter ces 2 partenaires. Donc ces 2 personnes qui sont Camille Brunel, expert en culture de sécurité et facteurs humains et organisationnels, pour nous présenter l'ICSI, et ensuite à Nicolas Chouteau, le secrétaire général de MAS Français International. Et je vous donnerai aussi peut-être quelques infos quand même de façon complémentaire sur la logistique. Vous aurez la possibilité de poser vos questions donc sur la conversation, et nous allons, à la suite de l'intervention de ces différents intervenants, reprendre certaines de vos questions pour en faire bénéficier l'ensemble, avec bien sûr les réponses que pourront apporter ces experts. Donc voilà par rapport à ce petit point logistique, et donc je vais donner la parole à Camille Brunel, qui donnera ensuite la parole à Nicolas Chouteau. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, peut-être pour présenter l'ICSI que certains connaissent, d'autres moins. Donc l'ICSI est une association, loi 1901, qui œuvre à améliorer la maîtrise des risques, la culture de sécurité dans les entreprises. Donc elle a pour vocation de réunir différents acteurs, que ce soit des organisations syndicales, des industrialistes, des collectivités, des centres de recherche, et tous ceux qui sont concernés par la prévention des accidents graves, mortels, technologiques majeurs. Donc, nos activités sont essentiellement de l'animation, des publications, de l'animation de groupes d'échange et autres moyens de mettre sur la table un peu les meilleures pratiques, d'une certaine manière, dans le domaine de la culture de sécurité, des facteurs humains, organisationnels, du leadership et de tout, finalement, les attributs qui composent cette culture de sécurité. Et nous sommes ravis de travailler avec le MAS et être en partenariat avec le MAS depuis de nombreuses années sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui à peu près peut-être une trentaine de salariés, pour l'essentiel basés à Toulouse, et un peu plus de 80-90 adhérents aujourd'hui dans l'association ICSI. Merci Camille pour cette introduction et présentation de l'ICSI. Donc moi je suis Nicolas Chouteau, je suis le secrétaire général du réseau MAS. Donc le MAS, bon, vous êtes très nombreux à nous connaître autour des écrans. Néanmoins, en quelques mots, le MAS Association Loi 1901 qui est composé de 11 associations locales. Donc j'en profite pour saluer nos adhérents un petit peu plus lointains que la France continentale, et donc nos adhérents ultramarins ou d'Afrique de l'Ouest. Donc le MAS, c'est 6200 entreprises annoncées à l'écran, et les derniers chiffres montrent qu'on a largement dépassé même maintenant la barre des 6500 entreprises. Et nous sommes très connus pour notre certification, souvent demandée aux entreprises prestataires pour pouvoir contracter sur des sites industriels. Mais le MAS, c'est plus que cela. Le MAS, c'est donc le référentiel, mais c'est aussi un deuxième livret, par exemple les conseils de mascotte, et ça fera la transition sur mes slides suivants. Gardez en tête que les stats le prouvent de semestre en semestre. Les entreprises certifiées MAS, ou MASées, c'est devenu un nom commun, ont en moyenne 2 à 3 fois moins d'accidents que les autres entreprises qui, elles, ne sont pas certifiées MAS. Pour autant, on n'est pas à zéro. On voit que développer une démarche de prévention, ça prend du temps, et que les résultats sont progressifs. Nous avons ici les chiffres, vous les avez déjà vus pour les premiers webinaires, ceux qui ont déjà participé. On voit l'évolution de l'accidentologie dans le temps. On voit que dans un premier temps, sur les premiers cycles de certification, il y a une baisse rapide des taux de fréquence et taux de gravité. On a travaillé en général sur l'organisation, les procédures, on obtient des résultats rapides. Par contre, sur ce second temps, plus sur des autres cycles de certification, on voit que la baisse est beaucoup plus lente. Elle est là, mais elle est beaucoup plus lente. On a un peu le sentiment de buter sur un plancher de verre. Donc, pourquoi cette stagnation des résultats? Ça a été l'origine de notre rapprochement avec l'ICSI il y a maintenant comme de nombreuses années, où on a pu faire un diagnostic un peu de notre système
Et finalement, si on reschématise un peu l'évolution de la culture de sécurité de nos adhérents, tel qu'à gauche sur l'écran, on se retrouve avec les trois piliers de la culture de sécurité, et nous, on va étendre à santé et environnement également, où finalement, en début de démarche, en général, donc à gauche de la courbe du MAS, on est sur les piliers techniques, hein, le matériel, les ateliers, l'outil de production. Ensuite, au milieu, on est sur l'organisation, le système de management, le MAS par exemple. Et quand on est à droite de la courbe, là, on voyait qu'on commençait à plafonner. On est plutôt sur ce qu'on a tendance à dire être les facteurs organisationnels et humains. Donc, comment aider nos adhérents à franchir ce plancher de verre? Ça a été à l'origine de la création de 9 conseils de mascottes qui ont été livrés et qui sont téléchargeables en ligne gratuitement. J'en profite pour les personnes qui ne sont pas adhérentes du MAS aujourd'hui, qui participent à cette visio, n'hésitez pas à hésiter à aller les consulter. Mais surtout, on a lancé d'autres actions comme la MAS Academy. Donc, on fera un focus tout à l'heure. On ouvrira cette plateforme web pédagogique qui permet de proposer à nos adhérents des parcours, des e-learning, des vidéos d'experts pour développer une culture de sécurité. Mais on a également créé une formation d'un jour pour le b.a.-ba, on va dire, des fondamentaux sur une culture de sécurité et la fameuse organisation de ces webinaires. Donc, on en est au 4e webinaire. Il faut garder en tête qu'en plus, aujourd'hui, cette année, nous sommes sur une année charnière puisque nous changeons de référentiel. Et pour la première fois, le référentiel MAS intègre les FOH dans son évaluation. Nous y allons doucement. Et 2025 est une année de transition, donc nos adhérents ont la liberté de choisir la version précédente sans FOH ou la nouvelle version avec FOH pour cette année. Et à partir de janvier prochain, donc dans 6 mois, tous les audits se dérouleront suivant la nouvelle version, donc intégrant les FOH dans l'évaluation. Pour autant, on ne veut pas vous laisser seul par rapport à ce sujet, et c'est pour cela que la MAS Academy s'inscrit aussi dans les services que l'on propose pour vous aider à développer cette culture de sécurité, et notamment appréhender les FOH, et ces webinaires sont aussi là pour vous aider à les appréhender. Donc après 3 premiers thèmes, aujourd'hui, on va vous aider à mieux comprendre ce que l'on entend par les règles qui sauvent. Certains les appellent les règles d'or, mais Camille nous en parlera, les règles cardinales. Et je vais maintenant passer la parole à Camille, qui va pouvoir intervenir en premier avant les témoignages d'entreprise. Merci Nicolas. Écoutez, à nouveau, bienvenue à tout le monde. Je crois que vous êtes nombreux pour ce webinaire consacré aux règles qui sauvent. Donc le challenge qui est le mien, mais pas que le mien, celui de mes collègues aujourd'hui, c'est d'arriver à vous convaincre de l'intérêt, encore une fois, de ces règles qui sauvent, voire même plus, de partager avec vous la conviction qu'on a. Elles sont un véritable pivot dans votre stratégie de prévention des accidents graves et mortels, évidemment majeurs aussi. On va voir ensemble comment, pourquoi, quelles fonctionnent ces règles qui sauvent, ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, comment elles peuvent être accompagnées d'autres éléments intéressants, comment on doit les resituer d'une certaine manière dans un dispositif plus large, qui est la prévention des accidents graves et mortels. Et puis on verra ensemble quelques conditions de réussite d'une démarche règles qui sauvent. Parce que c'est une chose que de les écrire, c'est une chose de les afficher, c'en est une autre de leur donner leur pleine efficacité au service de la prévention des accidents graves et mortels. Donc voilà un peu le challenge. Alors vous êtes nombreux, ça veut dire que parmi vous, vous êtes certains peut-être à avoir déjà engagé des démarches règles qui sauvent. Historiquement, elles se sont parfois appelées règles d'or, règles vitales, règles cardinales. Voilà, il y a différents types de noms qu'on peut donner, attribuer. Le choix intéressant de règles qui sauvent a le mérite de mettre tout de suite la trajectoire sur l'objectif, hein, sauver des vies, bien sûr. Mais bon, après, c'est à vous de choisir la dénomination qui vous convient, tant que ça respecte un certain nombre de critères qu'on verra ensemble. Donc, il est important de comprendre que leur élaboration, comme leur déploiement, comme leur intégration, comme leur ancrage, doit être une vraie démarche de changement, avec évidemment tous les éléments et les conditions associés à la démarche de changement qu'on verra ensemble. Alors, pour cette discussion, ce que je vous propose, je vais m'appuyer sur notre retour d'expérience à tous, partenaires ICSI, MAS, de ce qu'on a conduit dans les différentes entreprises, et puisque l'ICSI aussi a capitalisé dans un document qui s'appelle « Déployer une démarche règle d'or », que vous retrouverez téléchargeable et qui redétaille un peu ce que je vais partager avec vous. Même s'il a été écrit maintenant il y a quelques années, il reste très vrai dans le fond et la forme. Et puis on sera évidemment ravis d'avoir vos questions et de poursuivre ces échanges. Je poursuis. Hop.
Toc. Alors, il y a peut-être un petit temps de latence. Voilà. Bon, alors, la première partie, si vous voulez bien, on va essayer de partager ensemble vraiment ce que c'est, en essayant de leur donner un peu la carte d'identité, un petit peu de ces règles qui sauvent. Pourquoi, rappeler pourquoi, au sens de pourquoi, presque en 2 mots, quels bénéfices, qu'est-ce qu'on en attend, et finalement, quels enjeux ces règles qui sauvent essayent de répondre. Et puis, dans une seconde partie, on sera beaucoup plus sur les conditions de réussite de la démarche. Alors, on va poursuivre. Voilà, alors on a essayé comme ça de vous donner en quelques bullet points ce qu'on peut résumer comme étant le quoi, ce que sont ces règles qui sauvent. C'est l'occasion pour ceux qui ont déjà un peu élaboré leurs règles qui sauvent ou ceux qui s'apprêtent à s'y lancer, de regarder un peu les critères qui définissent ce que c'est, ce que n'est pas une règle qui sauve. Mais encore une fois, l'expérience pratique est plus importante que les grandes vérités qu'on pourrait donner, qui sont ni plus ni moins issues de nos retours d'expérience. La première chose, vraiment, je le dis, je le redis, et ce sera le cœur de l'échange qu'on va avoir ensemble sur le sujet, elles doivent sauver des vies, d'accord? Donc, ce sont des règles qui sauvent, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées, elles sont liées à un risque d'accident grave et mortel. Et on verra qu'elles ne peuvent pas être exhaustives, couvrir toutes les situations, ça veut dire qu'il faut assumer de faire le choix de certaines situations qui sont préoccupantes, sur le plan de la sécurité, qui sont critiques, qui sont tout à fait en ligne avec nos activités, nos risques auxquels on expose nos salariés, nos usagers, nos clients. Voilà. Alors, on dit qu'elles sont limitées en nombre, on verra pourquoi, parce que nous sommes dans un monde où nous avons tendance à être boulimiques sur le plan procédural et des règles et des procédures. On a tendance à augmenter le nombre de procédures, ce qui parfois a un sens, mais qui entraîne aussi des effets. On verra un peu ensemble. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un corpus réduit, qui est à la fois réduit en nombre, alors éviter les règles à tiroir, mais on verra que ces règles qui sauvent, on peut le voir, hein, s'accompagnent souvent de mesures opérationnelles complémentaires, de standards métiers, de gestes de prudence aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il peut y avoir une règle qui doit être en nombre limité, mais pour leur pleine et entière application et efficace, on peut les accompagner d'éléments de détail qui permettent aussi à chacun de se mobiliser et de mettre en place les meilleures pratiques pour être dans les conditions les plus sûres face aux situations. Bon, évidemment, elles doivent être faciles à retenir, compréhensibles par tous. Donc, il y a un effort de visualisation, un effort de communication à faire important. L'idée, c'est pas tant que les gens connaissent les intitulés par cœur, mais vraiment qu'ils comprennent le risque, la mesure et la règle pour y faire face de façon simple. Parce qu'encore une fois, le nombre de procédures est tel que là, on veut vraiment assurer la sécurisation d'une situation de travail avec des gens qui savent et qui se mobilisent tous en faveur d'une seule et même règle. Ce qui est important avec ces règles qui sauvent, c'est qu'elles doivent être observables et mesurables. J'entends beaucoup de règles qui sauvent, et ce n'est pas une critique en soi, hein. C'est un constat qui permet de dire aujourd'hui, si une règle qui sauve s'intitule « Je suis vigilant pour moi et pour les autres, je suis acteur de la sécurité, j'ai le souci des autres », voyez bien que ça, ce sont des principes qui sont fondamentaux, qui sont tout à fait louables, légitimes. Mais vous voyez bien que pour qualifier d'observable, de vérifiable l'application de « je suis vigilant pour moi et pour les autres » ou « je suis acteur de ma sécurité », on voit bien que c'est difficile. Là, l'idée, c'est d'avoir des choses vérifiables, mesurables, c'est appliqué, c'est pas appliqué, c'est mis en œuvre, quelles sont les conditions pour les mettre en œuvre. C'est difficile de jauger de la vigilance, de l'attention, de l'acteur ou pas. Donc, évitez les principes ou mélanger avec des valeurs, soyez sur des choses concrètes, très précises, très opérationnelles, observables, mesurables, et pour lesquelles on peut vraiment, dans les analyses d'événements ou autres, regarder leur application pour comprendre quelles ont été les conditions d'échec de leur application ou au contraire les conditions de réussite quand ça se passe bien. Évidemment, elles sont applicables par tous, communes à tous. L'idée, c'est que quel que soit mon métier, ma position dans l'entreprise, j'ai vraiment le sens des responsabilités de les appliquer ou de permettre leur application. Donc, aider aux conditions de leur application. Donc, nous sommes tous d'une sorte engagés, et ça, je vais le rappeler, nous sommes engagés tous
direction, terrain, partenaire, prestataire sur l'application de ces règles, même si elles ne concernent pas directement mon activité au sens physique. Je ne suis pas toujours sur le poste, je ne suis pas peut-être forcément opérateur ou technicien, mais j'ai la responsabilité directe ou moins directe quand même de lui assurer des conditions pour qu'il puisse les appliquer. Ça, c'est important. Ce qui est fondamental avec ces règles qui sauvent, c'est qu'elles font sens pour les équipes. On reviendra dessus, mais elles renvoient à des logiques de travail, de métier, de situations concrètes, de situations réelles. Elles ne peuvent pas comme ça tomber de manière en pluie fine sur les salariés. Leur co-construction garantit d'une certaine manière leur légitimité, le côté pragmatique, le sens qu'on va leur donner. Donc, je le dis, vraiment, prenez le temps, acceptez de prendre le temps de les élaborer de façon la plus participative possible. Le chemin de construction de ces règles qui sauvent est beaucoup plus important presque que l'intitulé final. D'accord? Donc, c'est important. Et enfin, elles sont doublement opposables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui peut dire stop. N'importe qui peut dire stop s'il ne se sent pas en condition sûre, donc au moindre doute sur leur application. Hein. Mais ça veut dire aussi que si, évidemment, on voit qu'elles ne sont pas appliquées, il faut arrêter une situation, arrêter un chantier, et puis que tout le monde, encore une fois, fasse le nécessaire pour qu'on puisse faire l'activité en toute sécurité. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, puisque je vais détailler des éléments, entre guillemets, qui vont aussi être racontés par Quentin quand il fera une illustration très concrète de la façon dont elles sont mises en œuvre chez lui. Donc, vous voyez que ces règles qui sauvent, évidemment, souvenez-vous, elles sont basées, elles s'appuient sur l'expérience des événements, l'expérience de l'accidentologie que vous avez vécue, quelle que soit la forme de l'accidentologie. Évidemment, quand on dit règles qui sauvent, à quoi on s'intéresse? À ce qui menace l'organisation, les salariés, donc des règles qui sauvent qui concernent nos accidents majeurs, qui concernent nos situations critiques du point de vue de l'accident mortel. Donc évidemment, vous irez toute une liste de chutes de hauteur, de levage, de collision, de travail en espace confiné, la conduite d'engin. Vous imaginez bien que le nombre de situations critiques, elles dépendent de vos activités. Et là-dessus, vous avez vous-même beaucoup connaissance de ce qui potentiellement peut tuer mes salariés. Alors, vous me direz, toute situation dans des circonstances peut tuer, mais il est évident que ce qui est important, c'est de se concentrer sur celles qui sont les plus critiques. Et pas uniquement sur une accidentologie avérée, vous le savez bien, il faut s'intéresser aux événements bénins pour lesquels, à peu de choses près, on aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Donc les événements à haut potentiel de gravité, il est fondamental de regarder les situations où on n'est pas passé loin de la cata. Certes, l'accidentologie nous donne l'impression qu'on a toujours été en maîtrise de la situation d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas eu d'accident grave. Mais quand on regarde de plus près, on voit plein de situations où on s'est dit « ouf, on a échappé belle ». Et bien là-dessus, il est évident qu'il faut qu'on travaille pour révéler ces situations et en face, y mettre en place des règles qui sauvent. Je continue, évidemment. Alors, là aussi, ces règles qui sauvent, évidemment, elles ne peuvent pas se substituer à elles seules à tout ce que vous devez faire en matière de prévention, récupération et évidemment d'atténuation. Ce que je dis là, ça vous renvoie à un webinaire précédent pour certains, mais ça vous renvoie de façon plus large à votre système de défense en profondeur. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour éviter les accidents les plus graves, d'accord, il est important que vous ayez un système qui prévient les situations, qui évite l'exposition au danger, mais dans des situations où on perdrait la maîtrise, il faut des systèmes de récupération de ces situations, et voire même si on va plus loin, il faut des systèmes avec un certain nombre de barrières pour atténuer les conséquences de ces situations dont on a perdu la maîtrise. Ce système, il est composé de barrières de différentes natures, allant des natures techniques, organisationnelles, de règles, mais aussi liées à des comportements, à des attitudes. Donc, vous voyez bien que ces règles, il faut faire attention, évidemment, à ne pas réduire votre stratégie aux règles, mais considérer que ces règles doivent être pensées dans un système global. Et c'est pour ça que si on poursuit un tout petit peu, avec la slide d'après, il est intéressant de penser ces règles pour couvrir l'ensemble du chemin potentiel de l'accident grave et mortel. Il y a des règles qui se raccrochent plus à des règles de prévention. Je fais tout pour éviter d'exposer mes salariés aux situations, je dirais, à haut potentiel. D'accord? Donc, j'ai des règles qui servent à prévenir l'exposition
au danger. Comme j'ai des règles qui servent à récupérer. C'est intéressant d'avoir des règles qui disent si jamais on est en situation délicate, eh bien, évidemment, on doit faire des choses impérativement pour récupérer cette situation et faire en sorte de revenir à un niveau normal de bonne gestion de notre activité en toute sécurité. Voire même, évidemment, vous l'aurez compris, que si jamais cette récupération n'est pas effective, pensons à des règles qui permettent d'atténuer les conséquences de cet événement. Et là, on y retrouve un certain nombre de règles qui sont autour du port des équipements de protection individuelle, qui, je le rappelle, sont de protection. Mais d'autres règles. Alors là, je vous ai donné des exemples, encore une fois, issus d'un benchmark. Mais c'est intéressant de ne pas miser sur la prévention, même si je pense, et on est tous d'accord qu'elle doit composer peut-être pour les 2/3 de nos règles, mais n'oubliez pas aussi des règles qui servent à d'autres moments du chemin qui peuvent conduire à l'accident. Soyez là-dessus, couvrez bien vos situations, couvrez bien l'ensemble du système. C'est toujours très utile dans l'élaboration de ces règles qui sauvent. Encore une fois, charge à vous de voir ce qui vous paraît pertinent par rapport à vos activités et par rapport à vos pratiques. On poursuit. Voilà. Alors, en quelques mots, évidemment, ces règles qui sauvent, je vous l'ai dit en introduction, elles ont pour vocation, vous me direz, mais pourquoi se limiter en nombre de règles ? Il y a quand même une logique quelque part de hiérarchisation un petit peu des règles. En tout cas, l'idée que ces règles qui sauvent, on va y mettre une énergie évidemment plus, parce qu'on s'aperçoit qu'avec nos systèmes où nos règles se multiplient et s'amplifient, on a naturellement un élément qui s'invite, parfois de manière implicite, c'est la question de la normalisation de la déviance. C'est-à-dire qu'on a un tel nombre de règles et de tel nombre de situations où il est parfois difficile de les appliquer. On voit des règles qui sont transgressées, alors parfois de manière vraiment importante, parfois de manière limite. Le problème, c'est que tout ce qu'on accepte un jour devient le standard de demain. Et on voit bien que des managers sont parfois confrontés à des contraintes de production, de délai, etc. On voit bien que nos systèmes sont assez contraignants, et qui dit système contraignant dit des salariés de toute forme que ce soit qui de temps en temps sur certaines règles ne peuvent pas les appliquer strictement. Et c'est le cas de certaines règles de procédure, de mode opératoire, etc. Donc l'importance de se doter de ce nombre réduit, c'est de s'assurer que celles-là, elles sont infranchissables en tout moment, tout instant, et qu'il n'y a aucune forme de transgression. Je mettrai un tout petit peu, qu'on va appeler tout à l'heure, sur les déviations exceptionnelles, mais qui reste extrêmement limité, avec un système de compensation qui, lui, doit être très, très réfléchi. Donc, lutter contre le système de la normalisation de la déviance, c'est cette façon de limiter le nombre de règles dont on se dit qu'on va mettre l'énergie, la mobilisation, un peu comme les événements au potentiel de gravité, vous me direz, tout est lié. On voit bien que nos ressources, nos entreprises sont limitées et qui trop embrassent mal les trains. Moi, j'ai toujours dit, en termes de prévention, il faut choisir ses combats, il faut les choisir et y aller à fond. Développer une vraie culture de rigueur et une culture où on est très fier de la prévention de nos accidents les plus graves et du respect de ces règles qui sauvent, plutôt que parfois j'applique toutes les consignes et on voit bien les effets que ça produit avec tous les écarts qu'on voit et sur lesquels on a du mal à travailler. Donc, cette rationalisation un petit peu de nos énergies et de notre mobilisation, c'est tout l'objectif aussi des règles qui sauvent. Ces règles qui sauvent, vous l'aurez compris, en résumé, ça offre un catalyseur de notre prévention. Elles apportent un cadre strict qui va être décisif dans la préparation, l'organisation et la réalisation de nos activités. Ces règles qui sauvent, on va tous faire en sorte que dès la préparation de nos activités, dans leur organisation, dans leur réalisation, elles soient complètement intégrées. Elles doivent être rappelées, mais elles doivent être structurantes par rapport à la façon dont on organise le chantier. Est-ce qu'on s'est assuré ou l'activité, est-ce qu'on s'est assuré qu'on a les conditions pour les faire appliquer dans la préparation, dans l'organisation des tâches, etc. Évidemment, elles sont un objet de mobilisation de tous. Elles offrent une meilleure, je dirais, connaissance des pratiques et de la mise en œuvre des conduites. Et donc, de facto, pardonnez-moi du terme, mais c'est un terme que j'aime bien, elle booste notre stratégie de prévention. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous bien que tous vos rituels de prévention, vos dispositifs, vos visites, vos quarts d'heure, vos causeries, vos briefings, vos accueils au poste, elles doivent être absolument partie intégrante de ça. Elles doivent vivre. Je le redirai, dans le jargon, on disait une règle d'or, ce n'est pas une règle qui dort. Ça veut dire que si on doit faire quelque chose avec ces règles d'or, ces règles qui sauvent, parce que c'est le choix qu'on a, c'est le terme,
donnons-leur la vie qu'elles méritent dans notre organisation de la prévention et pour repenser tous nos dispositifs et rituels en les intégrant. Je les rappelle en briefing, je les travaille en causerie, je les regarde lors des analyses d'événements. C'est la première chose que je parle à un nouvel arrivant. Vous comprenez que ça doit être vraiment soyez pénible un peu avec ces règles qui sauvent, au bon sens du terme, mais faites en sorte que on les entende, il ne faut pas que ça devienne lassant, mais faire en sorte qu'elles structurent l'ensemble de vos dispositifs. C'est un refuge, ces règles qui sauvent. Ça légitime énormément les salariés qui seraient en difficulté et qui verraient bien que j'ai un doute. Est-ce que je suis en condition pour appliquer la sécurité? Les règles qui sauvent, elles permettent encore une fois de s'assurer de la vigilance partagée des uns et des autres et de pouvoir dire stop. Un no-go, qu'on soit manager, qu'on soit préparateur, qu'on soit HSE, on est aligné sur l'idée qu'au moindre doute, il n'y a pas de doute. Moindre doute sur l'application d'une règle qui sauve, il n'y a pas de doute. On stoppe, ça peut durer 30 secondes, comme ça peut être décisif dans la décision d'arrêter une activité pour la reprendre dans des conditions plus sûres. Et évidemment, elles sont aussi un boost dans votre politique culture juste et équitable. Elles définissent une partie des lignes infranchissables, de vos lignes rouges, pour laquelle, évidemment, à partir du moment où elles sont applicables et appliquées, s'il y a un écart à ces règles qui sauvent, on verra tout à l'heure, ça doit nécessairement déboucher sur une analyse, et prioritairement une analyse pour comprendre l'écart. Et évidemment, si cet écart fait appel ou fait remonter soit des erreurs de compréhension d'application, soit des transgressions avérées à ces règles qui sauvent, vous imaginez bien que ça calibre votre réaction organisationnelle et managériale. Mais il est aussi vrai que ça permet de valoriser ceux qui font des efforts sur les règles qui sauvent. N'oubliez pas que la culture juste, c'est aussi la paix positif. Donc, positivez aussi les fois où les gens ont fait des efforts, au sens ils vous ont remonté des choses, des suggestions, etc., autour de ces règles qui sauvent. Okay? Voilà. Alors, il reste une dizaine de minutes. Dans ces 10 minutes qui restent, j'espère avoir été à peu près clair sur le pourquoi de ces règles qui sauvent, ce qu'elles sont et ce qu'on peut y faire et pourquoi il y a intérêt à y aller. D'accord? Encore une fois. Maintenant, on va essayer de voir quelques, je dirais, conditions de succès. Vous allez voir, il y a une sorte de rappel avec ce que j'ai dit dans l'introduction. Donc, les choses vont être extrêmement naturelles normalement. Et je vous inviterai à regarder pour les entreprises qui ont déjà enclenché des démarches autour de ces sujets de règles qui sauvent, de cocher de cette manière si vous répondez aux différents facteurs de succès, encore une fois, qui sont issus des expériences respectives et qui, en aucun cas, un caractère sacré. Voilà. On poursuit, Jean-Marc, s'il te plaît. Peut-être en introduction de ces facteurs clés de succès, je peux au moins vous donner des facteurs d'échec absolu. Le premier, c'est que si on ne fait pas l'effort de donner du sens à ces règles qui sauvent pour en rappeler le pourquoi, le statut un peu particulier de ces règles qui sauvent, etc., ce qu'on veut y faire, à quoi elles servent, l'ambition positive, etc., il est évident qu'on n'y arrivera pas. Donc, ce qui est important, non, je vais besoin de remonter. Ce qui est important, c'est le sens. La deuxième chose, méfiez-vous, ces règles qui sauvent peuvent donner l'impression que la direction, par leur rédaction, se défausse de la sécurité en finalement pointant la responsabilité des individus. Je dois porter mon harnais, on voit bien qu'on se dit, tiens, c'est l'opérateur qui doit porter son harnais. Ouais, mais non, ça ne défausse en rien la direction. Au contraire, ça l'engage énormément sur le fait qu'elle s'est assurée que toutes les situations permettent d'appliquer le harnais, que le matériel est conforme, que il y a un engagement énorme. Donc voilà, ça, il faut le rappeler et le prouver. Enfin, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Évidemment, ces règles qui sont, on verra tout à l'heure, de temps en temps, elles peuvent quand même se confronter à des situations réelles où il est parfois difficile de les appliquer. On verra, ça doit être très très limité, un système de dérogation, mais si vous ne pensez pas au système de dérogation exceptionnel, il y a toujours un risque le jour où elle sera contournée, pour des raisons peut-être même légitimes en soi, ça peut être entendable sur des conditions très 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 particulières, mais ce n'est pas explicité et que les gens le voient, ça va faire ça décrédibilisera l'ensemble du dispositif. Donc, il faut être très clair sur le système dérogatoire exceptionnel. Évidemment, attention, je vois beaucoup d'entreprises qui mettent de l'énergie sur l'élaboration de ces règles qui sauvent, coup de pression au départ, et après, on les a écrites, on les affiche, c'est placardé sur le site, et là, ça tombe comme un soufflet. Non, le plus dur, il commence à partir du moment, entre guillemets, on l'a élaboré pour, encore une fois, leur donner pleine vie et ancrage dans l'entreprise. Évidemment, ça peut faire remonter la crainte de la sanction, ça fait remonter l'idée que s'il y a contournement, il y a sanction. Attention,
contournement aux règles qui sauvent n'égale pas automatiquement sanction. Je vous le dis tous, ça nécessite analyse. Par contre, c'est analyse prioritaire, presque, je veux dire, on arrête tout, on stoppe ce qu'on est en train de faire et on fait l'analyse de la règle qui sauve. Et tant qu'on n'a pas fait la lumière sur ce qui s'est produit, pourquoi on en est arrivé là, ça peut faire apparaître des erreurs, des situations où la situation a induit un certain nombre de comportements inappropriés. Ne vous sautez pas à pieds joints sur la sanction. Encore une fois, elle doit juste être là, la règle qui sauve. Ça peut être un facteur aggravant s'il y a eu transgression délibérée, on est évident, puisque c'est une règle infranchissable. Mais ça doit surtout conduire à la priorisation des analyses et des ressources qui sont mobilisées pour en comprendre les causes. Voilà, d'accord ? Et enfin, il y a un autre sujet qui est difficile, mais qui sera abordé tout à l'heure par Clément, je crois, c'est la relation qu'il y a entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes, surtout quand l'entreprise intervenante intervient auprès de plusieurs entreprises utilisatrices qui ont leurs propres règles qui sauvent. Vous comprenez bien que est-ce que c'est 50 règles qui sauvent à la sortie ou il y a peut-être un dénominateur commun à tout ça? Je laisserai Clément nous répondre. Voilà, alors une fois que j'ai dit ça, je pense que le reste va couler comme, de façon assez claire. Je vous le dis bien, ces règles qui sauvent s'inscrivent dans la continuité de vos démarches culture de sécurité. Donc les valeurs de bienveillance, de vigilance, de leadership, d'engagement, de transparence, etc., doivent se maintenir absolument. Ce n'est pas en rupture. On ne fait pas un travail autour de la culture sécurité pour finalement dire tout ça c'est bien gentil, mais on fait 4 règles qui sauvent et puis tout le monde les applique et on arrête. Non, c'est dans la logique toujours de se dire on a besoin de se mobiliser autour de nos règles qui sauvent parce qu'on a besoin vraiment de s'assurer que là-dessus on peut dormir sur nos 2 oreilles d'une certaine manière, même si la culture du doute est toujours souhaitable, hein, attention à la surconfiance. Mais évidemment, il ne faut surtout pas perdre à l'idée tout ce qu'on a construit ou tout ce qu'on essaye de bâtir autour de cette culture de sécurité intégrée, partagée, vertueuse. Culture de santé-sécurité aussi, évidemment. Donc, je redisais bien affirmer les valeurs, le statut, on l'a vu ensemble, et évidemment, rappeler l'exemplarité de tous, qui ça engage. Pourquoi s'empêcher un jour d'avoir des règles qui sauvent de pratiques managériales? Je vois de plus en plus d'entreprises qui établissent aussi des règles qui sauvent, qui concernent ce qu'on attend du manager dans sa conduite, dans sa manière de faire de la sécurité, ce qu'on attend du préventeur. Elles ne doivent pas forcément être que limitées au comportement des opérateurs, même si dans un premier temps, ça peut être le cas. Encore une fois, mais on peut imaginer, et on doit imaginer, que ces lignes infranchissables se couvrent plus largement l'ensemble des acteurs de l'organisation. Je poursuis un petit peu dans la co-construction, évidemment, je vous le redis, ce travail intéressant de travailler ensemble, de faire participer les salariés à l'identification de nos scénarios les plus critiques, de nos risques majeurs, de pourquoi il nous arrive de perdre la maîtrise de nos risques. Est-ce que c'est lié à un problème de préparation? Faisons une règle autour de la préparation. Est-ce que c'est un problème lié une fois sur le chantier ou une fois en activité? Faisons une règle un peu plus opérationnelle une fois sur l'activité par rapport à ce risque. Donc, essayez de vraiment d'aller chercher les situations qui, en partageant ça, vous paraissent sur lesquelles vraiment il y a un intérêt à être très costaud, plus solide qu'on ne l'est aujourd'hui et assumer que c'est là-dessus qu'on va maximiser notre engagement. Voilà, donc évidemment, considérer toutes les activités, tous les risques. Attention aux risques aux activités qui sont dans l'angle mort des activités cœur de métier. Je pense à la logistique, je pense aux commerciaux. Des fois, on oublie un peu ces activités parce qu'elles ne sont pas directement celles qui sont où ce n'est pas notre risque, c'est pas notre cœur d'activité, etc. Mais pour autant, il faut tourner la boutique. Et un commercial, on sait qu'il se déplace, etc. Moi, j'ai vu. Donc, pensez à toutes ces activités où les gens peuvent se tuer, même si a priori, elles semblent, entre guillemets, moins au cœur de nos activités. Voilà. Le reste, vous l'aurez compris. Ce qui est important, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, fournir les ressources pour que les règles qui sauvent soient applicables dans 100% des situations réelles. Ne vous engagez pas sur des règles qui sauvent qui sont applicables à moins de 98% des situations. Quand je dis ça, c'est parce qu'encore une fois, j'ai conscience, et on a tous conscience, qu'il y a des situations très très particulières où la configuration de la situation ne nous permet raisonnablement pas, avec une vraie analyse, ce n'est pas juste une décision comme ça à l'emporte-pièce, c'est une analyse conjointe des acteurs qui se mettent d'accord sur l'idée que la configuration ne nous permettra pas d'appliquer la règle qui sauve. C'est le cas pour des règles qui sauvent très particulières, où il y a besoin de points d'accroche, où il y a besoin de choses comme ça, par moment. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette phase de repérage de tous les obstacles et qu'on a corrigé 98% des situations sur lesquelles vraiment on pouvait faire
en sorte que la situation soit tout à fait conforme à ce qui est attendu de l'application de la règle qui sauve. Il peut y rester un résidu de situation exceptionnelle, où là, il y a un système dérogatoire exceptionnel. Ça veut dire quoi? C'est à minima le N+2 qui peut valider la dérogation, avec mesures compensatoires, avec renforcement de la supervision, et ça doit rester éphémère, ou très, très encadré, hein, vous l'aurez compris. Mais nier ça, c'est prendre le risque de décrédibiliser, je le dirais, la démarche. Il va me rester 1 minute, ça me permet d'aborder les derniers éléments, le tutorat. Pensez, encore une fois, que ces règles qui sauvent, si on veut les inscrire dans la vie de l'entreprise, faites en sorte que vos tuteurs qui encadrent les nouveaux arrivants, les nouveaux embauchés, vraiment prennent à cœur de partager ces règles qui sauvent, qui fait sens parce que ça valorise le professionnalisme. C'est des règles auxquelles on croit, qui paraissent nos fondamentaux, auxquels on a éventuellement rattaché quelques gestes de métier vraiment issus de l'expérience des plus anciens. Ça fait sens, ça se transmet, et on s'assure que les plus jeunes ou les nouveaux embauchés l'ont complètement intégré. Et puis des règles qui sauvent, encore une fois, ça se met à jour. Profitez du Rex, peut-être tous les 2-3 ans, regardez si certaines méritent de bouger. Quand j'ai dit tous les 3 ans, ça peut être plus court, mais il faut quand même leur donner une vie. Mais ne vous empêchez pas de repenser un nouveau risque, ou un risque à évoluer, des mesures qui ont évolué. Pensez à faire vivre un peu vos règles qui sauvent en les réquestionnant, les réinterrogeant. Voilà. Et voilà, et n'oubliez pas, il y a une campagne dédiée à la culture juste et équitable menée, mais c'est pour vous rappeler que les réponses organisationnelles et managériales vis-à-vis du respect ou de non-respect de règles qui sauvent doivent être claires. Le premier, c'est promouvoir la remontée spontanée de toute information relative à ces règles qui sauvent, que ce soit d'une erreur, d'un écart, d'un doute, au contraire d'une pratique positive. Devenez des managers, une organisation qui vraiment positive énormément tous les sujets qui permettent de faire progresser, je dirais, le respect de ces règles qui sauvent et leur bonne intégration dans l'entreprise. Développez donc la reconnaissance positive et priorisez, s'il vous plaît. Je suis un peu dans la redite, mais c'est tellement important. Je vois tellement d'entreprises qui, une fois qu'elles ont établi leurs règles qui sauvent, ont tendance à sortir bâton, plume et goudron. Méfiez-vous, c'est pas ça le sujet. Pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on améliore notre maîtrise des risques. Donc, comment, à partir du moment où il y a peut-être un écart, comment on fait la bonne analyse profonde pour comprendre la cause de l'écart et de jauger à ce moment-là des réponses managériales et organisationnelles les plus pertinentes en faisant attention à distinguer la contribution de l'individu à celle plus largement du système. Et il y a bien des règles qui sauvent, où on s'aperçoit que finalement, l'individu, il a fait OK des choses, mais l'organisation l'avait largement influencé dans sa conduite. Soyez-en sûrs, méfiez-vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. J'ai à peu près tenu le timing en dépassant légèrement, vous m'en excuserez. On aurait plein d'autres choses à raconter. J'espère que j'ai été clair et que ça vous donne l'envie d'y aller, ou plein de questions qu'on pourrait aborder dans la suite du webinaire. Je vous remercie de votre écoute attentive. Et pour aller plus loin, vous avez quelques éléments qui vous sont proposés dans cette diapo, pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires. Merci à vous. Très bien, merci beaucoup Camille pour cette présentation d'expertise avec ton enthousiasme qui te caractérise. Et donc, pour compléter en fait ce que tu nous as présenté, donc avec la définition, les enjeux qui est concerné, mais également les conditions de réussite pour la mise en œuvre de ces règles qui sauvent, donc c'est-à-dire les prérequis, mais aussi donc tous les paramètres de co-construction, de déploiement et aussi d'intégration et de pérennisation. Eh bien, il est important d'apporter des témoignages d'entreprises qui ont pu réfléchir à tous ces éléments que tu viens de citer, et nous allons vous présenter en fait 2 témoignages. Des témoignages qui sont, il nous semble, très complémentaires, puisque le premier qui nous sera présenté par Quentin Mossé, qui est responsable sécurité d'EPC, groupe Démosthène, donc du MAS Atlantique, va nous présenter son retour d'expérience sur la mise en place des règles qui sauvent. Cette mise en place qui est en cours, donc c'est assez récent, et donc c'est intéressant d'avoir ce premier témoignage qui sera ensuite complété, comme vous l'imaginez bien, par un témoignage d'un adhérent du MAS Île-de-France Normandie Centre qui a mis en place ces règles qui sauvent il y a déjà quelques années. Quentin, nous te laissons donc nous présenter ton témoignage avec ce retour d'expérience.
Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Quentin Mosset, responsable sécurité, SSE, pour 2 agences du groupe EPC Démosthène. Donc, il y a un petit temps, c'est normal. C'est bon. Oula, je suis allé un peu plus loin. C'est bon. Donc, déjà, qui on est Démosthène? Donc, on est une entreprise qui intervient sur l'ensemble du territoire français, un petit peu en Belgique, pour tout type de projet. Et on intervient sur le domaine on est dans le domaine du BTP, en l'occurrence tout ce qui est travaux de démolition, démantèlement, désamiantage, déplombage, économie circulaire. Donc vous allez voir durant toute ma présentation, je reparlerai souvent de ce qui a été dit par Camille juste avant et par Nicolas également. Donc pour commencer, on va vous présenter donc la problématique, le pourquoi on s'est lancé dans cette démarche culture sécurité. Ensuite, on ne peut pas parler de règles vitales, règles d'or ou règles qui sauvent sans parler avant de la définition des risques les plus graves, donc ce qu'on a défini. Ensuite, du coup, définition de nos règles vitales, nos outils qui ont été adaptés pour finalement en parler tous les jours de nos règles vitales, les difficultés qu'on a rencontrées, et enfin, où on est rendu aujourd'hui, vu qu'on n'est pas à la fin de la démarche, sur parler de nos intransigences et les prochaines étapes qu'on aura à définir. Donc à savoir que je vais peut-être oublier de le dire durant la présentation, mais toutes ces étapes, comme l'a précisé Camille, ça nécessite approbation et imprégnation de l'ensemble du personnel, mais que ce soit à tout niveau hiérarchique, donc du directeur jusqu'au préparateur terrain. Donc notre problématique, il y a un temps de latence. Donc, comme l'avait précisé Nicolas, en fait, finalement, on s'est rendu compte que nous, on avait atteint un plafond de verre. Donc, en termes d'organisation, de technique, on avait l'impression de tout faire, du moins de faire notre maximum, et que malgré ça, on avait toujours un TF, un TG qui stagnait. Et donc, on a, depuis 2020 maintenant, on a initié le programme avec l'ICSI et l'OPPBTP pour développer la culture sécurité au sein de notre entreprise. Donc, pour commencer, on a décidé du coup de définir nos risques les plus graves. Donc, comment on les a définis? Donc, tout d'abord, comme l'a précisé également Camille, il y a la pyramide de Bird. Nous, on a décidé de partir sur ce qu'on appelle communément le diamant. Donc, en fait, au lieu de travailler sur l'ensemble de nos incidents qu'on a eus, ou accidents, ou remontées d'informations, on a décidé de se focaliser sur celles où il y avait le plus haut potentiel de gravité. Donc des situations où on aurait pu avoir un mort ou un blessé grave, et finalement ça s'est bien passé. Donc on a travaillé sur tous ces sujets-là, également nos accidents, nos incidents, sur, donc comme je l'ai dit, accident, hypo, presque accident, à savoir que l'ensemble de nos risques, on a décidé que ça soit les risques liés au chantier. C'est-à-dire que, par exemple, en l'occurrence, là, on n'aura pas un risque qu'on prend en compte au sein de l'entreprise qui n'est pas défini dans nos risques les plus graves, mais qui est le risque routier. Donc, on a interrogé toutes les personnes de l'entreprise, direction, encadrant, personnel terrain, les comptables, ressources humaines, enfin vraiment tout le personnel, et on a pu établir la liste de nos 7 risques les plus graves. Donc, c'est vraiment des risques qui sont spécifiques à nos métiers, qui sont démolition, désamiantage, déplombage. Donc, chaque risque, on a spécifié un petit peu en dessous quand il y avait vraiment, par exemple, engin, on est vraiment spécifique sur des gros engins, télescopes, etc. On n'est pas sur des petits engins. Et risque CMR, spécifiquement amiante, plomb, parce qu'on utilise quand même peu de produits chimiques dans nos métiers. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment on a défini nos règles vitales. Donc, en fait, on a défini une règle vitale par RPG. Donc, comment on l'a fait? Donc, on s'est basé une première fois sur, donc encore une fois, les règles de nos incidents, en l'occurrence majoritairement les hypos, donc incidents à haut potentiel. On a également regardé les règles vitales qui existaient sur d'autres entreprises pour voir les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et ensuite, on a fait des groupes de travail pour définir nos règles. Donc, comment on a fait ça? En fait, durant les groupes de travail, on a créé une causerie, quart d'heure sécurité, sur un RPG particulier. En l'occurrence, là, par exemple, sur le RPG lié à l'électricité,
on a mis on a mis les incidents les plus graves qu'on a eu sur nos chantiers. Donc ça, c'est des incidents qui sont arrivés chez nous. On les a communiqués sur tous nos chantiers. Et en fait, on a demandé à toutes les personnes sur chantier s'ils avaient des idées de mots, de phrases, enfin, en fait, tout ce qui leur passait par la tête par rapport à ce risque. Donc, en l'occurrence, s'ils arrivaient à sortir des règles vitales, etc., même des mots, des phrases, des slogans, tout ce qui leur passait par la tête sur ce risque. Et ensuite, on s'est réunis avec le groupe. Donc, le groupe composé, encore une fois, de personnes de la direction, des encadrants, du personnel administratif, du personnel terrain, expérimenté, pas expérimenté, en fait, parce qu'on aime bien avoir une vision de quelqu'un qui est professionnel, qui maîtrise le sujet, et en même temps, la vision d'une personne qui débute dans le métier et qui ne connaît pas forcément les risques qui sont associés. Donc, ça nous a permis, à la suite de ce quart d'heure, de pouvoir, donc là, par exemple, c'est l'affiche qu'on a sortie à presque quart d'heure. Donc, toutes les phrases qu'on voit sur le côté, sur le fond blanc, c'est des phrases qui sont issues du terrain. Donc, ça, c'est vraiment purement du terrain. Et ensuite, à la fin, on a notre règle RPG qui a été définie, qui est en bas. Donc, en l'occurrence, là, pour le risque électrique, formation, consignation, vérification, évite l'électrocution. Et donc cette règle, avec le groupe qu'on avait défini, on a pu prendre la phrase qui semblait la plus intéressante, qui correspondait au maximum à nos travaux. Et on a éventuellement on a rassemblé des phrases, on a amélioré, on a modifié. Mais même la règle RPG est quand même grandement issue du terrain. Donc, on a fait ça pour chaque RPG et on a donc nos règles vitales pour chaque RPG. Donc, pour en l'occurrence, chute de hauteur, risque électrique, levage, CMR, incendie, engin et chute d'objet. Donc, comment faire vivre ces règles une fois qu'on les a? Parce qu'on s'est dit, c'est bien, on a nos règles et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour commencer, ne serait-ce que ce qu'on appelle l'audit QSSE. Donc, en fait, c'est nos visites chantier qui sont réalisées par le service sécurité. Alors, avant, on avait notre audit classique et là, on a décidé d'ajouter une partie RPG, c'est-à-dire qu'en face de chaque point qui est vérifié durant la visite, on a le RPG en conséquence. Et en fait, à chaque fin de visite, on a pour coutume d'aller voir l'encadrant de chantier ou l'équipe et faire un débrief de notre visite pour dire ce qui allait pas, etc. Et donc, en face, le RPG qui est associé. Donc, comme ça, on en reparlait. Et globalement, les points de contrôle correspondent à nos règles vitales. On a également mis ce document, ce qu'on appelait Visit Stop, existait déjà, mais on l'a encore une fois mis à jour avec nos RPG et les règles vitales. Donc, ce document-là, en fait, il est à destination des encadrants et de la direction. Et en fait, ils vont sur le chantier. Et ils arrêtent de Visit Stop parce que on arrive sur le chantier et on stoppe tout. Donc, on arrive dans l'endroit du chantier, on dit bon, on s'arrête. Et maintenant, avec l'équipe terrain, on regarde si l'ensemble du chantier est en sécurité ou si on a des lacunes. Et en l'occurrence, on focalise sur nos risques les plus graves. Est-ce que par exemple, dans cet endroit où on est sur le chantier, est-ce que c'est consigné? Donc là, est-ce que le risque électrique, en l'occurrence, est pris en compte? Et ça, c'est fait avec l'équipe et l'encadrant. Pour être sûr que ces règles vitales et nos RPG soient connues également de tous, on a donc ce qu'on appelle le semainier. Alors, encore une fois, ce document, il a été mis à jour parce qu'il existait auparavant. En fait, les deux parties de gauche existaient. Donc, c'est un semainier, tout ce qu'il y a de plus classique avec l'opération à réaliser, qui le réalise, le matériel qui a besoin et quand ce sera réalisé. On a décidé d'ajouter en face de chaque ligne, donc en face de chaque opération, de cocher s'il y a la présence d'un RPG ou non. Donc, s'il y a la présence de ce risque-là, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un danger. Mais c'est pour ça que là, l'écran est petit, mais en fait, en face de chaque case, il y a les moyens de prévention qui sont mis en face et qui correspondent encore une fois à nos règles vitales. Par exemple, le premier, chute de hauteur, on peut y avoir le risque chute de hauteur, mais on a mis en place des garde-corps. Voilà. Et on a décidé, je suis un peu vite. En plus, ce que vous voyez au bout, ce qui s'appelle Stop, donc c'est ce qui nous amène sur un deuxième affichage, qui est celui-ci. Et en fait, c'est un peu la loupe. Et là, on se focalise sur une opération qui est, selon nous, plus risquée, 90% du temps, qui prend en compte les RPG. Et on se focalise sur cette opération. Et là, on décrit étape par étape ce qu'on va réaliser, en détaillant même s'il y a plus de risques, avec un aspect croquis pour ceux qui ont des difficultés de compréhension.
On a également mis en place depuis maintenant l'année dernière une application qui s'appelle Spartil. Donc en fait, c'est une application type jeu avec QCM, remettre des réponses dans l'ordre, etc. Et donc, c'est basé sur des campagnes sur 2 à 3 jours. Donc, des campagnes ça prend 5 minutes par jour. Et en fait, ça permet de mettre 3-4 questions sur le risque en question, le risque sur lequel on parle. Et donc, depuis maintenant 1 an, tous les mois, il y a une campagne chaque mois, il y a un risque qui est pris en compte avec la règle vitale qui est demandée à la fin. En fait, tous les mois, les personnes peuvent participer à ça. Après, il y a un système de classement avec des récompenses, etc. Et enfin, on a également nos journées sécurité. Donc, sur chaque journée sécurité, on essaye de forcément mettre un atelier sur nos règles vitales et nos risques les plus graves. Ou spécifiquement, cette année, on a décidé de se focaliser maintenant sur seulement deux risques les plus graves avec leurs règles vitales, et l'année prochaine, 2 suivantes, et ainsi de suite. Alors, honnêtement, j'aurais pu vous parler 1 heure de tout ce qu'on a mis en place, parce qu'on a également mis une salle pour l'accueil des nouveaux, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a essayé de communiquer par tous les moyens sur nos règles vitales. Donc, vraiment passer par tous les canaux, que ce soit un document écrit, que ce soit dans un briefing, que ce soit un jeu mobile, que ce soit notre journée sécurité. Donc voilà, on a essayé vraiment par tous les canaux, et encore une fois, c'est vraiment l'imprégnation du personnel qui prime. Donc malgré ça, on a rencontré quelques difficultés. Donc en l'occurrence, qui ont été plus ou moins mentionnées par Camille juste avant, c'est par exemple s'assurer que la règle vitale couvre l'ensemble des situations à risque. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais juste avant, notre règle vitale concernant les engins est essentiellement liée aux gros engins. Parce qu'en fait, sur nos chantiers, on a des grosses pelles au vu des travaux qu'on doit réaliser. Et en fait, notre règle est spécifique à ces grosses pelles. Sauf qu'on a aussi sur nos chantiers, et où on a le plus d'incidents ou d'accidents, des télescopes, des mini-pelles, des nacelles. Donc en fait, notre règle ne correspond pas à ces plus petits engins. Donc il va falloir qu'on revoie cette règle. Il y a aussi s'assurer que la règle vitale ne soit pas transgressable ou sujette à interprétation. Donc encore une fois, avec l'exemple de tout à l'heure, on a exactement la même chose. On a une règle qui est « je m'assure de la stabilité ». Donc, cette règle, elle est bien, mais moi, je peux être sûr que la stabilité est bien, mais mon collègue à côté, pas du tout. En fait, on ne peut pas dire spécifiquement si c'est sûr que là, c'est stable. Et enfin, le dernier souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de personnel intérimaire. Et en fait, on a beaucoup plus de difficultés à ce que ces règles soient imprégnées par ce personnel. Parce qu'ils arrivent sur le chantier, que ce soit, si je prends des exemples de vacances scolaires, ça peut être des étudiants qui vont faire des jobs étudiants, des personnes qui étaient boulangers le lundi, qui vont être sur nos chantiers le lundi d'après. Donc, ce n'est pas forcément des domaines qu'ils maîtrisent, et donc les risques associés ne sont pas forcément connus. Donc, comme on est en plein dans la démarche, on a aussi, on est aujourd'hui, actuellement, dans cette partie qui est la définition de nos intransigeances. Donc là, par exemple, si on prend le risque chute de hauteur, donc on a notre phrase qui est « sans protection collective, je m'accroche ». Et en fait, cette phrase, elle est très globale à nos métiers, mais on a décidé derrière d'ajouter des intransigeances. Donc en fait, tout le monde connaît la phrase « sans protection collective, je m'accroche », mais derrière, on a décidé pour des cas spécifiques d'ajouter des intransigeances. Là, en l'occurrence, c'est pour le risque chute de hauteur. Donc là, on est vraiment en plein dedans parce que pour le moment, on l'a fait pour les chutes de hauteur, le risque électrique. Voilà, donc ça va être déployé nos équipes petit à petit au long de l'année. Et enfin, les prochaines étapes qui sont aussi importantes. On a malheureusement que pour le moment, je ne peux pas trop vous expliquer parce qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là, mais on a hâte d'y arriver. Tout ce qui est culture juste. Donc effectivement, comme on disait, maintenant qu'on va avoir nos règles, savoir récompenser ou sanctionner si ces règles ne sont pas respectées. Également le courage managérial, c'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit même les encadrants, si ces règles ne sont pas respectées, ne pas hésiter à arrêter un chantier ou du moins le suspendre. Le REX, effectivement, et tu continues à étudier nos chantiers pour voir si nos règles sont adaptées. Le tutorat aussi, avec nos nouveaux, pour que vraiment chaque personne qui arrive dans l'entreprise soit imprégnée de ces règles.
et plus ce qu'on va définir plus tard. Si je dois rapidement conclure sur nous, ce que ça nous a apporté, alors depuis qu'on a défini ces règles vitales, eh bien, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup moins d'accidents ou d'incidents très graves. On a toujours quelques peu, et encore on a moins d'accidents, mais les accidents, on va dire, plus graves avec arrêt, on en a beaucoup moins. Donc voilà, donc pour nous, ça a été très bénéfique. Merci beaucoup, Quentin, pour ce témoignage, cette transparence par rapport à ce que vous avez mis en place donc sur la mise en œuvre des règles qui sauvent, et vous l'avez bien précisé, donc étape par étape, donc en faisant bien le lien entre les risques graves et les règles qui sauvent, avec surtout l'implication de chacun et aussi cette nécessité d'animer de façon régulière. Et merci d'avoir conclu aussi sur les apports déjà observés, donc je dirais presque malgré la jeunesse en fait de cette mise en place. Donc c'est extrêmement intéressant. Avant de donner la parole au prochain témoin, juste deux petits éléments, je dirais un petit peu techniques. D'abord, n'hésitez pas à poser vos questions donc sur le chat, puisque nous avons prévu un temps questions-réponses, et donc nous nous efforcerons de répondre à vos interrogations. Et puis, à la question qui a été posée plusieurs fois, est-ce que vous aurez accès au support? Eh bien, oui, vous pourrez revisionner ce webinaire, et ceci donc sur la chaîne YouTube du MAS France et International, et vous aurez ainsi accès à ce webinaire au travers du site internet du MAS France et International, d'une part, et d'autre part aussi au travers de la MAS Academy dans le petit onglet Actualité. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Clément Desgremont, responsable QSSE de Sotumec, qui va vous faire part de son expérience par rapport à ces règles qui sauvent, bien sûr, qui ont été mises il y a déjà quelques années, parce que il me semble que ça fait déjà 6 ans que ces règles ont été mises en place. Clément, nous te laissons la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, Sotumec, je suis responsable QSSE. On est une société de conception, de fabrication et de maintenance industrielle spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Dans ce cadre-là, nous intervenons chez un certain nombre d'acteurs majeurs industriels de la région de l'Axe Seine entre Le Havre et Rouen. Historiquement, nous avons été versés par un certain nombre de règles de nos clients majeurs qui avaient déjà un certain nombre de règles vitales ou de règles d'or qui étaient en place chez elles. Ce qui s'est posé comme question chez nous, donc c'est en 2019, comme le disait Muriel, c'est que nous étions donc chez les différents sites, enfin sur les différents sites dans lesquels nous intervenions, un certain nombre de règles, mais qui n'étaient pas forcément cohérentes avec nos risques métiers. Il s'est donc imposé à nous de travailler sur ces règles vitales et d'identifier lesquelles étaient propres à nos risques. Donc comme Quentin l'a pu le présenter, on a eu un petit peu la même démarche à l'époque, et nous avons, au travers notamment du document unique et des différents retours d'expérience, identifié nos règles majeures. Nos règles majeures, au nombre de 5, qui sont le risque de chute de hauteur, le risque de manutention et de chute de charge, le risque chimique, les travaux en capacité et la circulation routière. Donc cette analyse-là, ça a été une première étape dans un programme de déploiement de la culture sécurité au sein de notre entreprise. J'y reviendrai après. Première étape importante, puisque, comme on a pu le voir auparavant, il faut différentes étapes ensuite pour que cela s'ancre et puisse être efficace à tous les niveaux et dans le temps. Donc, ces règles majeures ont été identifiées, ont été mises en place, et elles ont été obligées d'être accompagnées notamment par une matrice de réaction
aux écarts, puisqu'on l'a dit, ce sont des règles vitales, donc on ne peut pas, il faut être intransigeant au niveau de leur application. Donc voilà, donc c'était les premières étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous on a mis ça en place en 2019 et que pour que cela soit intégré au travers des différents outils, visite sécurité, entretien du personnel, etc., il a fallu plusieurs années pour que ça soit totalement ancré et intégré par le personnel. On va dire qu'il faut un minimum de 3 ans pour qu'on puisse être confiant dans la maîtrise de ces règles par le personnel. Alors bien évidemment, là, vous avez la petite carte devant vous qui... ces règles sont précisées, elles sont précisées notamment avec ce qu'on a pu rencontrer, comme tout à l'heure, Quentin nous parlait des intransigences, par des éléments de compréhension qui précisent la règle. Mais focalisons-nous sur ces 5 règles-là. Et la problématique qui s'est rencontrée, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, nos différents clients, donneurs d'ordre de la région, qui eux, avaient leur propre règles d'or, règles vitales, règles cardinales, etc. Si je prends des exemples, donc sur nos sites, donc on avait des intervenants qui intervenaient avec les 4 règles vitales d'un site, les 12 règles d'or d'un autre, les 12 règles qui sauvent la vie, les 4 règles cardinales. Il faut se rendre compte que ces règles-là, quand on intervient sur un site industriel, parce que là, je me place en tant qu'entreprise intervenante du MAZ et donc qui intervient sur des sites d'intervenants entreprises utilisatrices, notre personnel n'est pas forcément concerné par les 12 règles d'or de Total Energy aussi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas qu'elles s'opposent, nos 5 règles vitales que nous on a identifiées qui concernent nos risques et nos métiers, mais c'est que le personnel puisse avoir une compréhension de comment s'intégrer nos 5 règles vitales dans les règles des clients. Parce que si je prends un exemple, nous ne faisons pas de travaux électriques. Donc si je vois une règle client qui est je me protège des risques électriques, elle ne va pas parler à notre personnel puisqu'il ne se sent pas concerné. Donc l'objectif vraiment, c'était ne pas opposer les règles, mais se focaliser sur nos règles et voir comment nos règles sont transposables dans certaines des règles des clients. Donc si je regarde bien en fait et qu'on regarde bien le travail de chute en hauteur dans les 4 exemples que je vous ai donnés là, on le retrouve dans les 4. Donc en fait ça a du sens. Ensuite, si je regarde bien, je ne travaille jamais sous une charge, je les retrouve aussi chez un certain nombre de mes clients. De la même manière, ainsi de suite, le risque chimique, pour nous, ça va être le risque chimique qui est présent chez nos clients puisqu'on va faire des ouvertures d'équipements. On va le retrouver à travers des permis de travail, des choses comme ça qui peuvent être identifiées comme des règles cardinales des clients, consignation, etc. Les règles de travaux en capacité, si on voit bien, à chaque fois, je les retrouve. Et les règles de circulation routière sont aussi des règles qui sont souvent identifiées chez les clients comme des règles majeures. Donc en fait, toujours est-il que l'idée, c'est de créer du lien, mais de garder en tête que les règles qui sauvent de nos clients entreprises utilisatrices ne sont pas forcément systématiquement les mêmes, mais qu'il faut garder en tête que notre personnel, nous, entreprises intervenantes, doit maîtriser à 100% nos règles vitales, celles que nous avons identifiées nous, et qu'ils puissent se transposer dans les règles qui ont été créées et éditées par les clients. Voilà. Merci Merci à vous. Je laisse la main à Muriel. Eh bien, merci beaucoup Clément pour ce témoignage complémentaire. Donc particulièrement sur cette relation en fait entreprise intervenante, entreprise utilisatrice, parce que effectivement c'est ce qui se joue sur le terrain. Et ça, c'est vraiment au quotidien, eh bien, comment on peut faire de façon pratico-pratique, de façon très, très opérationnelle. Donc, comment ça peut se passer. Voilà. Alors, maintenant que nous avons entendu ces 2 témoignages, eh bien, nous allons donner la parole à Maïté Nirpseron, qui en fait est la référente MAZ Academy et qui va faire le lien
avec la Maz Academy, cette plateforme que vous commencez déjà à bien connaître. Maïté, nous te laissons la parole. Merci Muriel et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce petit point contenu de la Maz Academy en lien avec nos sujets de webinaire. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Hop, alors, on est parti sur la Maz Academy. Donc, vous allez basculer directement dans la Maz Academy. Donc, la Maz Academy, on a fait un peu le lien actuellement, mais il faut savoir que c'est votre plateforme numérique à vous, adhérents des associations Maz, en lien avec les 9 conseils de mascotte pour développer une culture SSE intégrée. Donc, évidemment, tous les sujets des webinaires qu'on aborde depuis l'année dernière sont directement traités sur cette plateforme. Alors, au sujet des règles qui sauvent, où est-ce que vous allez pouvoir vous diriger sur cette Maz Academy? Alors, Camille l'a très bien dit au début, les règles qui sauvent, c'est en lien direct avec la prévention des accidents graves et majeurs. Et les témoignages de Quentin et de Clément ont également prouvé cela. Du coup, chez nous, les règles qui sauvent, elles sont traitées directement en lien avec le module prévention des accidents graves et majeurs, et tout particulièrement, vous allez le voir sur la partie inférieure des modules, ici, dans le module application de terrain, prévenir les accidents graves et majeurs. Donc ce module, on l'avait déjà abordé dans le dernier webinaire, puisqu'on parlait de la prévention des accidents graves et majeurs. Et du coup, il est découpé autour de 4 méthodes qui vous sont présentées de façon ludique avec des vidéos animées. Et dans le chapitre 4, donc, au cas où vous auriez un doute en allant vous balader sur la plateforme, vous avez le petit chemin à votre gauche et vous voyez le chapitre 4 et bien intitulé « Définir et respecter les règles qui sauvent ». On va directement aller dedans. Et là, vous avez donc un petit rappel de voilà, ce que sont ces règles qui sauvent, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Et je vous fais tout de suite la construction de ce petit chapitre. Et après, on va aller regarder ensemble cette vidéo animée qui traite du sujet. Vous avez donc une petite vidéo animée, une infographie qui synthétise ce qui est dit dans la vidéo, une vidéo témoignage d'une entreprise, donc là en l'occurrence RTE, qui va donner du sens au sujet traité. Et vous avez, outre quelques éléments clés pour choisir vos règles qui sauvent, une mallette pédagogique pour animer des moments d'échange, de partage, donc des causeries autour des règles qui sauvent avec vos salariés. N'hésitez pas à aller regarder cette mallette pédagogique, sachant qu'elle s'appuie sur les ressources qui sont présentées plus haut. Donc voilà pour la partie vraiment règles qui sauvent. Je vous propose qu'on regarde la vidéo et ensuite je vous ferai un deuxième petit lien avec un autre sujet de la Maz Academy, mais on attendra un petit peu. Alors, je vous conseille, avant de lancer la vidéo, de bien augmenter le son au cas où il soit très bas, parce qu'au moment du partage, je perds un peu en niveau sonore. Les règles qui sauvent. Que je sois expérimenté ou débutant à mon poste, je ne suis pas à l'abri d'un accident aux conséquences qui pourraient être graves ou dramatiques. Une chute de hauteur, une électrocution, une collision avec un engin de chantier, un écrasement sous une charge lourde, des exemples parmi tant d'autres. Pour certaines tâches, le moindre manque de vigilance, sous-estimation du risque ou prise de risque peut être synonyme d'accident aux conséquences très graves, voire mortelles. Certains écarts ne pardonnent jamais. Dans toutes entreprises, il y a beaucoup de règles qu'il est difficile de retenir et d'appliquer. L'analyse des accidents graves de l'entreprise montre que le respect de quelques règles aurait sauvé des vies si elles avaient été appliquées. Ce sont les règles qui sauvent. Ces règles ont donc un statut particulier qui se distingue des autres. Elles sauvent des vies si elles sont appliquées. Elles sont en nombre limité, faciles à retenir et applicables par tous. Elles représentent une ligne rouge, une limite infranchissable. Elles n'ont de sens qu'à la condition qu'elles soient applicables dans ma situation réelle de travail. Elles doivent aussi être prises en compte par tous les acteurs des entreprises intervenantes et utilisatrices et identifiées comme telles dans les plans de prévention et les modes opératoires. Leur application doit être discutée en équipe sur le terrain lors du lancement du travail avant le début de l'intervention. Par exemple, lors du lancement du travail pour une activité en hauteur,
La présence d'un accès de garde-corps ou de point d'accroche, si requis, doit être systématiquement vérifiée. Et si dans ma situation de travail, ces règles qui sauvent ne sont pas applicables, je dois faire un stop. Avec mes collègues et ma hiérarchie, nous analysons ensuite la situation et définissons les moyens de prévention appropriés pour les mettre en œuvre. Je peux alors reprendre mon activité en toute sécurité. Enfin, pour que ces règles soient efficaces, il est nécessaire que chacun fasse preuve de vigilance partagée. Si au cours du travail, ces règles n'étaient pas appliquées, je dois alors intervenir pour faire cesser la situation et éviter le pire. Puis, je reste acteur en communiquant les raisons de mon intervention et en travaillant au besoin en équipe pour aider mes collègues et trouver des solutions. Je peux alors être fier d'avoir contribué à améliorer la prévention des accidents graves ou dramatiques. En résumé, d'avoir fait face. Ces règles qui sauvent, connues, comprises et appliquées, protègent nos vies. La vie est trop belle pour être gâchée. Voilà pour cette petite vidéo animée, très ludique, qui reprend à peu près tous les points qu'on a abordés au cours de ce webinaire, que ce soit à quel moment on parle des règles qui sauvent, au lancement du travail, dans les modes opératoires, pendant les plans de prévention, dans la relation de travail avec les clients, etc. Et aussi le lien qu'on peut faire, outre avec la prévention des accidents graves et majeurs, mais aussi par exemple avec la vigilance partagée. Il y a un autre lien qu'on peut faire directement avec les règles qui sauvent, et un autre sujet traité sur la MAS Academy, qui est les standards métiers. Les standards métiers, c'est les savoir-faire métiers de chaque entreprise en fonction de leur activité, les bonnes pratiques du métier. Et il nous avait semblé important, quand on a travaillé sur ce sujet-là, de bien faire le lien entre ces standards métiers qui doivent être valorisés lors de vos relations avec vos donneurs d'ordre pour les entreprises intervenantes et reconnus par les donneurs d'ordre, mais aussi les règles qui sauvent, qui sont ces fameuses lignes rouges infranchissables. Et du coup, dans ce module, et là pour le coup on est dans le module pédagogique standard métier, vous avez deux liens qui peuvent être faits dans le chapitre 2, où vous avez ce qu'on appelle un PPT commenté, qui parle de comment distinguer les standards métiers des règles qui sauvent. Donc, qui définissent bien ces deux sujets, les différences et les liens qu'il y a entre les deux, et comment les définir. Et ensuite, vous avez dans le chapitre 3 la suite de ce PPT commenté, avec la complémentarité entre ces standards métiers et les règles qui sauvent. Voilà. Si vous voulez parler de règles qui sauvent, avoir de l'information, n'hésitez pas à aller les retrouver sur la MAS Academy dans ces deux modules. Parfait, merci beaucoup Maïté pour ce complément donc avec notre plateforme MAS Academy qui a été déployée donc en partenariat très fort entre l'ICSI et le MAS. Et nous allons pouvoir passer à notre séance de questions-réponses. En tous les cas, un grand merci déjà à tous les intervenants. Et puis, un grand merci aussi à tous ceux qui ont pu d'ores et déjà poser quelques questions. Donc, juste pour rappel, je vais sélectionner quelques questions et celles qui n'auraient pas été sélectionnées dans un premier temps, eh bien, nous répondrons à ces questions sur un petit document foire aux questions qui sera accessible toujours sur le site internet du MAS France et International. Donc, pas d'inquiétude, toute question posée aura sa réponse. Alors, je vais commencer par poser une question à Camille. C'est une question qui a été posée plusieurs fois. Camille, est-ce que tu pourrais nous repréciser le critère doublement opposable des règles qui sauvent? Ça y est, on commence par les questions difficiles. Non, c'est un terme, alors évidemment, c'est un terme, si je devais le réutiliser, je ferais différemment. C'est un terme qui nous a été proposé par François Danielou il y a longtemps. Doublement opposable, ça voudrait dire qu'on peut arrêter, n'importe qui peut faire cesser une situation s'il voit qu'une règle qui sauve n'est pas appliquée. Donc là, on se positionne plutôt en observateur.
Mais n'importe qui peut aussi décider de ne pas faire une activité s'il sent qu'il n'est pas en condition pour appliquer une règle qui sauve. Et là, on se positionne plus du côté du salarié. Ça veut dire que ça engage à la fois celui qui est en charge de l'activité, quel que soit, ou en tout cas en supervision ou en observation. Donc ça peut être un client, ça peut être un manager, ça peut être un préventeur, ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue. Mais ça engage surtout aussi la personne elle-même qui a toute la légitimité à dire je fais un stop, j'ai un doute. Alors après, la régulation se fera. Des fois, le doute il est peut-être surestimé, sous-estimé. Quand le risque est surestimé ou sous-estimé, on préfère toujours qu'il soit surestimé, c'est pas très grave. Enfin, c'est moins grave que s'il était sous-estimé. Mais malgré tout, voilà, dès qu'il a le doute sur une application, voilà, doublement opposable, je peux faire cesser une situation et moi-même, je peux décider de ne pas intervenir si je sens que je ne suis pas en condition pour faire le travail en toute sécurité dans le respect des règles qui sauvent. C'est ça que veut dire doublement opposable. Et on pourra trouver un terme qui vous va mieux. Ça me va. Est-ce que j'espère avoir été clair? Très bien, merci beaucoup Camille pour cet éclaircissement, on va dire. Merci beaucoup. Alors une autre question, donc une question pour Quentin. Est-ce que la multiplication des documents de contrôle ne risque pas de faire tomber dans un système administratif, un système où le papier est le plus important? Honnêtement, je pense pas parce que on est sur, on a fait des documents, mais c'est pour ça que par exemple, on a, comme on a vu juste avant, tout ce qui est notre semainier, etc. C'était de toute façon quelque chose qui était déjà ancré chez nous. Donc en fait, finalement, le fait juste de rajouter nos RPG, c'est même pour eux plus ou moins logique parce qu'en fait, dans chaque briefing, à chaque fois, on voyait que les risques qui étaient ressortis, c'était nos risques les plus graves. Là, finalement, on a ajouté quelque chose qui était déjà fait. Dans nos visites, quand on faisait des visites chantier, on regardait toujours nos risques les plus graves, finalement. En fait, on écrit ce qu'on faisait déjà plus ou moins. En fait, on le faisait déjà avant. Juste là, on l'a reprécisé sur la feuille. Au lieu de l'écrire, maintenant, on le coche. D'accord, très bien. Donc, ça répond parfaitement à la question. Merci beaucoup, Quentin. Une autre question qui me paraît effectivement aussi très intéressante. Est-ce qu'une des conséquences peut être plus de remontée des accidents et incidents? Peut-être, Clément, que tu peux nous apporter un éclairage avec le recul en fait de la mise en œuvre de ces règles qui sauvent chez Sotumec? Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la création la mise en place des règles vitales chez nous s'est instaurée dans un programme de culture sécurité plus large. Et il y a eu d'autres outils qui ont été mis en place à la suite, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, une matrice de réaction. Alors, une matrice de réaction, elle n'est pas focalisée que sur la réaction aux écarts à ces règles vitales, mais aussi aux contributions positives liées à ces règles vitales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner que le bâton en cas d'écart, il faut aussi encourager les comportements proactifs et positifs. Et c'est pour cela que notre matrice, alors je ne peux pas vous la montrer à l'écran, mais je sais qu'elle est disponible dans les outils de la Maz Academy. Alors, si je peux me permettre, oui. Je suis à côté de Clément. Dans la Maz Academy, la matrice de réaction de Sotumec, vous la retrouverez dans l'étude de cas sur la culture juste, dans la partie application de terrain culture juste. À la fin de l'étude de cas, on vous propose des outils d'entreprise de Mazé, et en l'occurrence, vous allez retrouver tous les documents dont parle Clément. Et donc, pour juste finir sur la question, donc oui, on a eu au travers des différents outils liés à la culture de sécurité qu'on a mis en place, mais aussi la minute d'arrêt sécurité, la vigilance partagée, etc., un nombre de remontées d'informations importante, enfin une augmentation non négligeable du nombre de remontées d'informations qui a permis de travailler aussi les sujets à la source et finalement de réduire notre accidentologie, parce qu'en fait quand on donne cet influx-là au système, à notre système de management, et on a aussi des remontées d'informations, pas que sur les règles vitales, pas que sur les risques vitaux, mais aussi sur d'autres risques qui pouvaient passer avant ça en dessous des radars et qui ne passent plus en dessous des radars, ce qui encourage tout le monde et ce qui fait diminuer l'accidentologie de manière générale, quoi. Alors après, c'est pas sans effort et il faut toujours le maintenir, parce que comme je l'ai entendu tout à l'heure, on peut vite. Il y a la mise en place, il y a les outils qu'on met en place, et après il y a comment on fait perdurer dans le temps. Et c'est pas une chose facile non plus. Il faut jamais lâcher. Mais en effet, les résultats sont présents.
Oui, alors justement, il y avait aussi une question sur la révision de ces règles qui sauvent, parce qu'une fois qu'on les a mis en place, on imagine bien qu'il faut quelques mois, quelques années pour que ça puisse vraiment s'ancrer. Mais finalement, au bout de quelques années d'existence, est-ce qu'il faut les revoir de temps en temps? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire les revoir? Alors, en effet, nous, depuis 6 ans qu'on a mis nos règles en place, on s'est posé régulièrement des questions sur, parce que quand il y a les mettre en place, il y a les créer, et après il y a l'application réelle sur le terrain et la compréhension qu'en ont les gens. Et c'est là où on a vu tout à l'heure dans la présentation qui a été faite par Quentin, il a mis ce qu'il a appelé les intransigeances, c'est-à-dire en fait des précisions sur les règles. Donc nous on a fait de la même manière. Et je pense pas qu'il faut révolutionner ces règles, il faut les affiner, les préciser, parce qu'en fait on est parti ça a été structuré, c'est une démarche qui est structurée, qui a été faite suite à une analyse des risques. Et à moins qu'on ait changé nos activités, que nos activités suffisamment évoluées pour générer des nouveaux risques ou supprimer certains risques, il n'y a pas de raison de révolutionner ces règles. Par contre, les affiner, les préciser pour qu'elles soient mieux appliquées et mieux compréhensibles, là, en effet, il y a des choses à faire. Et nous, on a déjà précisé en cours d'étape, depuis ces 6 dernières années, certains points d'application des règles. Et je pense qu'avec le retour d'expérience, on a encore des choses à affiner. Mais à moins d'une révolution des activités, sinon il n'y a pas besoin de modifier les règles, enfin en tout cas les règles telles qu'elles ont été construites. Très bien. Eh ben, merci beaucoup par rapport déjà à ces réponses. Nous avons encore, je pense, le temps pour poser quelques questions supplémentaires. Donc, par exemple, comment une organisation peut revenir sur une règle qui sauve, qui est difficilement applicable et non appliquée par la plupart des personnes. Parce qu'on imagine bien qu'on ne trouve pas forcément, alors même si le travail a été très réfléchi, très mûri, avec plusieurs personnes et où vraiment il y a une réflexion globale, on peut bien imaginer qu'on puisse être passé à côté de quelque chose ou alors on a imaginé que ce serait super simple ou pas trop compliqué, et que finalement, eh bien, on veut changer un petit peu. Est-ce que vous avez été déjà concerné ou est-ce que vous avez quelques réponses à apporter? C'est pas simple comme question, je trouve. Mais est-ce que l'un d'entre vous a une réponse à apporter? Je ne sais pas si on peut apporter une réponse en tant que telle. Ce qui est sûr, c'est que ce qui caractérise les organisations les plus sûres, c'est leur humilité par rapport à ce qu'elles ont engagé et le fait qu'il n'y a rien de pire que des choses que les gens voient, les gens ne sont pas dupes et que l'organisation ne fait pas bouger parce qu'elle est installée dans une croyance ou dans son idée que, bon, là, une fois qu'on l'a écrite, coûte que coûte, on a trop investi et voilà. Je crois que vraiment, ce qu'a dit Clément est très juste. Les choses n'ont pas censé bouger, sauf voilà, mais il ne faut pas non plus être aveugle et sourd aux remontées du terrain et l'expérience réelle peut démontrer qu'il y a de la précision à amener, il y a des choses à faire bouger. Et ce qui sera un gage de crédibilité pour l'entreprise et donc de protection de la vie, c'est justement d'encourager tout type de remontée qui fait un peu aussi bouger des lignes. Et la maturité qu'on avait à une époque, elle est sans arrêt challengée par les pratiques, par ce que nous amène le terrain, par les réalités, et être en écoute. Et il ne s'agit pas de faire la girouette, de changer tous les 4 matins, mais avec un argumentaire bien pensé et une analyse qui démontre qu'effectivement aujourd'hui, il y a trop de situations pour lesquelles elle n'est pas applicable. Alors ça interroge, est-ce que c'est un problème d'application parce que ça demanderait des moyens importants? Donc ça, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que c'est réalistement parce que voilà, il faut en comprendre la cause pour essayer de voir ce qui joue dans le fait que la règle qui était censée être appliquée, elle n'est pas applicable dans beaucoup trop de situations. Voilà, donc sans connaître la cause, c'est difficile, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester sur ces règles qui sauvent. Il faut le voir comme étant un cheminement naturel d'évolution et il faut être très ouvert au débat, au dialogue social sur ces questions-là, au dialogue professionnel et à tout ce qui pourrait permettre aux uns et aux autres de trouver du sens aux règles et
de les appliquer dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Camille. Alors les questions sont nombreuses, hein. Je suis vraiment navrée, mais nous ne pourrons pas les aborder toutes au cours de ce webinaire, mais soyez rassurés, donc elles sont bien enregistrées et nous vous apporterons des réponses. Peut-être juste venir sur un point un tout petit peu technique et qui sort un petit peu des règles qui sauvent, mais ce sont quand même des commentaires un petit peu nombreux. Et je vais demander à Nicolas donc de bien vouloir répondre assez rapidement à 2-3 petites questions qui sont quel est l'intérêt pour un groupe industriel d'intégrer le MAS et ou l'ICSI donc alors qu'ils sont déjà ISO? Première question. Deuxième question, comment accède-t-on à la MAS Academy? Parce que là, on a bien vu qu'il y a quelques participants qui aimeraient revoir la vidéo présentée et qui ont bien compris l'intérêt de cette plateforme. Et puis, si il y a des aides proposées donc par le MAS ou l'ICSI donc sur la mise en place des règles qui sauvent. Nicolas, je te laisse la parole pour répondre. Alors, je sais il reste peu de temps, mais à ces quelques questions. Alors, il est 25 et j'ai 3 belles questions comme celle-ci et j'ai l'honneur de conclure en plus après. Alors, dans l'ordre, pourquoi adhérer à MAS et à l'ICSI si on est déjà ISO? Alors, je vais faire un raccourci, je veux dire ISO, alors ok, 14001, 45001, qui sont un peu les thèmes similaires au MAS. En fait, je vais distinguer 2 raisons principales, 2 grandes familles de raisons. Alors, il y a des raisons purement techniques, certification, là, si je parle de ceux qui sont ISO 45001, je vais revenir. Et puis après, pour la partie au-delà de cela, contribuer à la dynamique du réseau MAS et profiter de ses services, il y a une question un peu de morale, finalement, d'exemplarité et d'implication dans notre réseau. Je reviens sur l'aspect technique. Pour ceux qui ont connu l'OHSS 18001 il y a quelques années, donc qui est devenu la 45001, il y a un élément important qui a changé, c'est l'axe partie intéressée. Et du coup, le constat qui a été fait, c'est que l'axe partie intéressée de la 45001 s'est beaucoup renforcé par rapport à la 18001. Et aujourd'hui, on a un nombre significatif de donneurs d'ordre qui sont 45001 qui nous rejoignent parce que la 45001 maintenant questionne et challenge beaucoup sur la partie comment vous sélectionnez vos sous-traitants, comment, sur la base de quel référentiel, qui les audite, comment vous formez ces auditeurs et comment vous recyclez les compétences de ces personnes. Et finalement, plutôt que de réinventer la poudre, ces grands donneurs d'ordre disent, comme nos prestataires sont souvent des petites sociétés, pas évident de leur demander d'être 45001, qui est un petit peu plus théorique parfois, donc je vais leur demander le MAS, et donc le MAS répond à toutes ces questions, le référentiel, les auditeurs formés, etc. etc. Après, il y a les questions morales, difficile de demander à un prestataire d'être adhérent du MAS sans soi-même être membre de l'association. Je rappelle en fait qu'il y a 30 ans, le MAS a été créé par les donneurs d'ordre justement sur le constat que leurs prestataires étaient en général des TPE, PME. Donc ils se sont dit, plutôt que moi de leur demander d'être certifiés comme moi. Alors je veux dire, donner des exemples, j'en donnais 3. Total Energy, c'est Maestro, leur système de management. ExxonMobil, l'OIMS. Et EDF, c'est le cadre de référence BEST. Ces donneurs d'ordre-là se sont dit, mais si moi je leur demande d'être OIMS ou Maestro, je les perds. Donc on va créer un référentiel pratico-pratique terrain. Donc les donneurs d'ordre, en rejoignant l'association, affichent un message commun et un langage commun et une exigence commune vis-à-vis de leurs prestataires. Donc c'est une question de crédibilité pour ces donneurs d'ordre aussi en demandant l'exigence MAS aux prestataires, donc l'exigence morale un peu de rejoindre à leur tour l'association pour montrer l'exemple. Et puis, c'est rejoindre une dynamique, pouvoir benchmarker avec les donneurs d'ordre de sa région, parce que parfois, on est un peu consanguin. Alors moi, je suis un ancien pétrolier et un ancien chimiste. J'avais beaucoup de réseaux dans le pétrole et dans la chimie. Par contre, quand j'ai rejoint le MAS, j'ai rencontré des gens du nucléaire, j'ai rencontré des gens des chantiers navals, etc. etc. Et c'est un lieu de benchmark qui est extrêmement riche. D'autre part, rejoindre le MAS, c'est aussi contribuer au thème. Et typiquement, si aujourd'hui on parle des FOH et que le référentiel les intègre, c'est parce que les donneurs d'ordre qui nous ont rejoints ont poussé pour que les FOH rentrent dans la dynamique du MAS. Donc, j'essaie de faire court, mais là, pas facile de pitcher en 30 secondes chrono comment adhérer à MAS, mais voilà, donc c'est à la fois complémentaire à votre 45001, et en plus, c'est rejoindre une dynamique avec des industriels de votre bassin, de votre pays, pour pouvoir progresser. Sur la deuxième question, qui était l'accès à la MASAC, tous les adhérents du réseau MAS ont un compte qui leur est spécifique pour pouvoir se connecter à la plateforme. Donc quand Maïté tout à l'heure s'est connectée, on voyait tout en haut le chemin d'accès
Mais sachez qu'en cas de besoin, vous contactez votre association MAS dont vous êtes adhérent et elle vous aidera à retrouver le chemin d'accès et à récupérer vos codes d'accès. Mais il y a un code d'accès par adhérent de MAS, donc 6500 et quelques codes d'accès. Enfin, quelles aides met à disposition le MAS pour aider les entreprises à progresser sur les FOH? Alors, gardez en tête, par contre, nous, on n'est pas des consultants, puisque à la fin, on va gérer l'audit de certification, donc on ne peut pas à la fois nous venir chez vous pour vous aider à mettre en place une démarche FOH et ensuite aller auditer et vérifier que vous la mettez en place. Par contre, dans les services qui peuvent être donnés, sans être des consultants, donc bien sûr, la plateforme MAS Academy, franchement, c'est l'outil numéro 1 pour vous aider, en tout cas que nous, on met à votre disposition, pour vous aider à développer cette culture SSE autour du FOH. Mais il y a également beaucoup de conférences qui peuvent être animées dans les associations locales pour aborder justement un thème. Il y a ces webinaires aussi que nous faisons qui contribuent à l'aide que nous pouvons apporter sur ces démarches FOH. Et puis, on a créé, j'en ai parlé très vite en introduction, une formation d'une journée sur les fondamentaux pour développer une culture de sécurité. Formation d'un jour qui est animée par l'ICSI pour le MAS. Et enfin, qu'est-ce que l'ICSI peut faire pour vous aider? Là, je laisserai l'ICSI répondre à leur place. Je ne vais pas me substituer à eux, mais l'ICSI, bien sûr, a des consultants et propose des diagnostics, des accompagnements. Là, on n'est pas dans le champ du MAS, on est dans le champ de l'ICSI. Je pense que j'ai répondu aux 3 questions, Muriel. Et Camille peut peut-être. Est-ce que Camille intervient peut-être? Oui, effectivement. Non, mais tu l'as dit. L'ICSI, c'est effectivement un institut dont l'idée, c'est d'acculturer un peu à ces sujets-là, d'accompagner. Alors, effectivement, nous, on est un peu plus en activité projetée, donc on est un peu plus parfois dans l'accompagnement. Mais après, je crois que les raisons de fond, elles sont bien proches de celles que tu as énoncées. Donc, on voit bien que pour les entreprises qui sont aujourd'hui à la fois MAS, côté ICSI, il y a tout à gagner de cette aventure qui permet de partager, de benchmarker, de s'acculturer, de profiter des outils qui sont mis à disposition, de participer à de nombreux échanges et de conférences sur ces sujets, et puis en même temps de pouvoir ponctuellement ou de façon un peu plus pérenne bénéficier d'accompagnement allant de l'état des lieux à la mise en place d'un programme sur plusieurs années avec l'objectif d'éradiquer les accidents les plus graves et puis surtout de renforcer l'engagement. Vous l'avez dit, la question des règles, des procédures, mais surtout des certifications, c'est super important. Est-ce que pour autant, une fois qu'on est certifié, on a créé les conditions d'un engagement de tous les acteurs et qu'on a créé des pratiques, des activités, des façons de faire et des façons de penser qui vont dans le sens de la sécurité de chacun? Alors on voit bien qu'il y a un gap. Et ce gap, il passe par mettre en place un certain nombre de conditions. Et ces conditions, elles tirent un peu leurs ressources dans les attributs d'une culture SSE intégrée. Et on y retrouve le leadership, l'engagement, la conscience des risques, la culture juste, etc. Donc tout ça, c'est un super sujet que vous retrouvez à la fois sur la MAS Academy et puis dans les différents événements qui sont proposés par ces 2 associations qui sont contentes et ravies de vous accompagner sur ces sujets. Évidemment. Très bien, merci beaucoup Nicolas et Camille pour ces compléments d'éléments qui sont très importants aussi. Je me permets très rapidement, parce qu'il est déjà 15h32, de vous préciser que notre prochain webinaire est déjà programmé le 25 septembre à 14h. Ce sera de nouveau animé par notre expert enthousiaste de la culture juste et équitable, donc Camille. Et nous allons donner la parole à Nicolas pour une conclusion très brève. Et en même temps, nous allons vous afficher en fait le QR code qui vous donne un lien vers le questionnaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça nous permet, nous aussi, d'être en amélioration continue et de pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Merci Nicolas, je te laisse la parole pour conclure ce webinaire. Merci Muriel. Bon, écoutez, aujourd'hui, beaucoup d'informations. Merci à ces nombreux témoignages qui illustrent clairement. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Bon, les règles qui sauvent, elles répondent à plusieurs critères. Donc, le premier critère, c'était permettre de sauver des vies. Elles doivent être en nombre limité. Donc, on a vu Sotumex 5, Démosthène 7, chez certains de l'ordre parfois plus, parfois moins. Il faut qu'elles soient faciles à retenir, observables et mesurables.
élaborée de manière participative si on veut qu'elle soit appliquée et surtout pratiquée par les gens qui le vivent au quotidien, et doublement opposable. Je n'y reviens pas, ça a déjà été répondu. Globalement, il a été aussi dit que ça s'inscrit dans une démarche globale de prévention, hein, dans le cadre de lignes de défense, de barrières, on les appelle comme on veut. Hein. On a entendu prévention, récupération, atténuation. On a aussi entendu dans les points de vigilance que quand une règle n'est pas ou difficilement applicable, finalement on va commencer à déroger et on commence à normaliser cette déviance. Et finalement, alors j'ai noté, hein, tout ce qu'on accepte un jour devient le standard de demain. Donc ça, je me le suis noté. Donc les conditions de réussite pour une démarche règle qui sauve, c'est bien sûr donner du sens à ces règles, l'exemplarité soi-même, hein, donc pour qu'elles soient appliquées, déjà appliquons-les nous-mêmes, positiver les démarches positives, les contributions positives des collaborateurs et ne pas juste être là avec un képi de gendarme et une matraque pour dire « Ah, t'as marché à côté de la ligne », alors que la ligne, elle était pourtant claire. Donc, dans les difficultés, s'assurer que ces règles couvrent bien toutes les situations à risque. Ça, c'est Quentin notamment qui l'a annoncé. Ça, c'est un de leurs points de vigilance. S'assurer qu'elles ne soient pas transgressables. Et aussi, de leur côté, ils ont un point de vigilance sur les intérimaires, qu'une population plus sensible. Comment faire pour les embarquer avec eux. Donc, Camille est bienvenue sur les sanctions aussi. Attention, une règle non respectée, il va falloir l'analyser finement et en profondeur, parce que c'est peut-être pas juste, c'est un con et il l'a pas appliqué la règle, alors qu'on lui dit depuis longtemps. Bon, excusez pour ce langage un peu terrain, mais peut-être que l'environnement de travail a pu contribuer, peut-être que voilà, la règle n'est peut-être pas si simple que cela dans les circonstances du jour. Donc voilà, donc attention à ne pas faire des raccourcis, à ne tomber que sur la sanction quand il y a des non-respects de ces règles. Donc voilà, comme l'a dit Muriel, donc le webinaire sera en replay. Laissez-nous quelques jours quand même, le temps de remonter, que l'on coupe ce qui a coupé, que l'on laisse ce qui a laissé et que l'on puisse synthétiser la foire en question. Mais vous trouverez toutes ces informations sur mazasso.fr. Et je profite des 10 secondes. Une dernière question. Pourquoi, quand je suis ISO, je rejoins le MAZ? Je vous ai dit qu'il faut bien quand même à un moment ou à un autre qualifier ses prestataires. Mais comment vous contrôlez qu'ils sont certifiés? Attention à nos belles IA qui aujourd'hui produisent très facilement des faux certificats MAZ. La seule liste des entreprises certifiées MAZ officielles est sur le site de mazasso.fr avec code d'accès réservé à nos adhérents. Ce n'est pas le critère le plus glorieux, mais néanmoins, j'en profite pour mettre ce petit message. Attention aux faux certificats MAZ qui circulent. Il n'y en a pas beaucoup, mais attention, on a eu des cas. Merci à vous. Merci à tous, merci à tous nos experts, tous nos témoins et toute la partie technique. Un grand merci et donc une très bonne fin de journée à tous et bonne réflexion sur la mise en œuvre des règles qui sauvent. Au revoir à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.